Dans cette vidéo, je vais vulgariser pour vous 3 concepts IA qui peuvent être un peu compliqués de prime abord, mais qui sont super importants pour comprendre comment fonctionne l'IA aujourd'hui. Le premier concept que je vais vulgariser, ce sont les embeddings. Pour vous donner un petit peu de contexte sur qu'est-ce que c'est qu'un embedding, c'est quoi un peu la définition théorique, eh bien, chaque mot va avoir attribué des coordonnées vectorielles. Donc, coordonnées vectorielles, pensez x, y, quoi. Axe des abscisses et des ordonnées. Non, c'est l'inverse. Pardon, ok, je recommence. Y et X. Et chaque mot va avoir un emplacement sur ces vecteurs, sauf que il n'y a pas que 2 axes, mais il y en a beaucoup plus. Et ce seront des vecteurs qui seront compréhensibles et digestes par l'IA. C'est à peu près ça le principe de l'embedding, et c'est ça qui permet à l'IA de retrouver le bon mot au bon moment. Donc, par exemple, quand vous parlez à un LLM, un Large Language Model, comme ChatGPT, eh bien, ChatGPT va essayer de prédire le mot le plus pertinent dans sa réponse, et ça se fait en partie grâce à cela, grâce à la proximité vectorielle. C'est comme ça qu'il va trouver les bons mots. Pour être plus exact, les embeddings permettent un petit peu à l'IA d'avoir une sorte de dictionnaire interne pour vraiment comprendre la relation entre les mots et pas juste avoir des mots unitaires. Donc, comment ça se traduit? Par exemple, on va imaginer à quoi ressemblerait un vecteur avec des mots comme chat. Okay. Donc, le chat, qu'est-ce qui est proche de chat comme mot? Eh ben, c'est chien. Okay. Un chat, ça ronronne potentiellement. Un chat, ça a des moustaches. Un chat, ça a une truffe. Un chien aussi, ça a une truffe. Donc, on peut établir une proximité entre chien et truffe. C'est pour ça que truffe est à mi-chemin entre chat et chien. Qu'est-ce qui ronronne d'autre? Un moteur. Donc, par extension, potentiellement, ce qui peut ronronner, c'est une voiture. Ok, donc vous voyez, là on a différents mots qui sont plus ou moins éloignés. Donc vous voyez que par exemple, le mot voiture est plus proche du mot ronronnement et même du mot chat que le mot moustache. Une voiture n'a rien à voir avec une moustache, mais on peut trouver de manière un petit peu... voilà, il y a un petit saut de raisonnement à faire, mais on peut trouver une similitude entre la voiture et le chat. Et du coup, grâce à cela, quand on entraîne une IA, on peut aussi lui dire, eh ben écoute, maintenant, je cache le mot chat, maintenant, devine le mot qu'il y a dans cette boîte, devine le mot qui correspond à cet endroit dans le vecteur, donc je peux le redessiner, hein. Mettons que ça c'est un vecteur, je peux lui dire, demande le mot, trouve-moi le mot qui correspond à cet emplacement vectoriel. Et là, ben, ça ronronne, ça a une truffe, c'est proche du mot chien, ça a une moustache, c'est un chat. Et on peut aussi se dire, je sais pas, par exemple, on pourrait rajouter le mot queue, et on pourrait aussi imaginer d'autres façons, entre guillemets, vulgarisées de deviner un mot. On pourrait très bien dire, ok, qu'est-ce qui a une queue et une truffe, mais qui n'est pas un chat? Donc dans ce cas-là, ça ferait une équation de type queue plus truffe moins chat. Queue plus truffe moins chat égale chien. C'est ça le principe des embeddings, et c'est ça le principe d'avoir des coordonnées vectorielles. Donc vous voyez, là, on a fait une map complète. Enfin, pas complète du tout, hein, mais avec vraiment plein de mots. Et c'est comme ça que l'IA va faire sens de ces mots-là. Voilà pour le premier concept. Le second concept que je vous propose de regarder, c'est le concept de boîte noire. Oups. Donc, c'est quoi le principe de boîte noire dans l'IA? C'est que souvent, une IA va être entraînée, donc il va y avoir des types d'algorithmes, des types d'algos qui sont entraînés, où en gros, soit on va demander à la machine d'apprendre grâce à l'humain. Donc par exemple, on va lui dire, ok, cette photo-là, c'est un chien, cette photo-là, c'est un chat, cette photo-là, c'est un chien, cette photo-là, c'est un chien, cette photo-là, c'est un chat. Et on lui donne la bonne réponse. Donc on lui donne un jeu de données avec plein de photos, et avec le bon label. Mais on peut aussi dire à l'IA, ok, je te donne plein de photos de chats et de chiens, et même de chevaux ou d'autres choses, c'est toi qui dois apprendre à trouver un sens là-dedans de manière complètement autonome. Donc c'est de l'apprentissage non supervisé. Et dans certains cas, on va avoir des réseaux de neurones qui se forment, dont je vais vous montrer exactement ce que c'est. Et ces réseaux de neurones vont permettre à l'IA de deviner, de trouver la bonne solution, et par exemple de deviner que sur l'image, sur la photo, c'est un chat et pas un chien. Mais le fonctionnement interne de l'IA ne sera pas forcément transparent pour l'humain. Donc par exemple, on va avoir une photo, okay, et on donne cette photo à une IA. Disons que cette couleur c'est du noir, hein, c'est une boîte noire. On donne une photo, le truc passe par une boîte noire, et là, l'IA va nous dire, ok les gars, c'est un chien ou un chat, c'est un chat. Et l'IA va nous dire, c'est un chat. Et du coup, tout le sujet de transparence avec l'IA, c'est de réussir à percer cette boîte noire et à avoir un processus de réflexion qui soit au maximum transparent pour les humains. Ok, et du coup, derrière cette boîte noire, ce qu'on va avoir, c'est plein de petites questions qui s'enchaînent. Donc par exemple, donc je le simplifie évidemment, hein, mais a-t-il une queue? Est-ce qu'il aboie? Si oui, chien. Sinon, a-t-il des moustaches? Oui, bah chat. Et tout le principe de boîte noire, c'est que tout ça, si on ne fait pas des choses délibérément
délibéré pour, pour que ce soit transparent et pour que l'utilisateur final puisse voir ces différentes étapes de raisonnement et tout, et bien tout ça c'est caché et on ne voit rien de tout ça. Je sais pas si je peux le. J'ai l'impression que je ne peux pas vérifier ça. Mais du coup, ouais, c'est un petit peu ça le principe de boîte noire IA, c'est que tout ce raisonnement-là est caché et que dans pas mal de cas, on voit juste photo, oui, chat, et that's it. Le troisième concept que je veux illustrer, c'est le principe de l'alignement IA. L'alignement, c'est un problème qui touche un peu tout le monde, je pense, sur Terre dans une certaine mesure. On peut, bon, j'y reviendrai après, mais en tout cas, l'alignement avec l'IA, c'est l'un des risques existentiels les plus réels et tangibles pour l'humanité, dans le sens où on n'a pas peur qu'il y ait des robots tueurs qui viennent détruire la planète. Par contre, ce qui peut être effrayant, c'est l'idée de nous-mêmes donner à l'IA ou à une forme d'intelligence quelconque d'ailleurs, si des extraterrestres venaient sur Terre et qu'ils avaient plein de pouvoirs et tout, et qu'on leur disait on veut obtenir ce résultat, ça pourrait être dangereux aussi. Donc, je vais illustrer ça. Mettons qu'on dise à l'IA, ok, je veux que tu sauves la planète, que tu fasses en sorte que la planète aille bien. Donc, planète, ok. À partir de là, l'IA pourrait très bien se dire, ok, quel est le bon raisonnement? L'écologie. Et à partir de là, quelle est la route cause de la pollution? C'est l'homme. Ensuite, quelle est la solution? S'il n'y a plus d'hommes sur Terre à détruire l'humanité. C'est un exemple très catastrophique, très scénario catastrophe et tout. Mais en réalité, c'est un petit peu ça qui pourrait se passer, évidemment à des échelles moindres, mais c'est un peu ce qui bloque dans l'idée d'avoir une intelligence artificielle trop intelligente. Du coup, la solution, bon, parce qu'évidemment, il y a des solutions à ça, donc là, je suis en train de décrire un scénario très science-fictif, mais le point, c'est qu'en fait, on ne passe pas de là à là. Vous voyez, on passe pas de juste l'IA qui se dit oh là là, je vais détruire l'humanité parce que je ne sais pas quoi. Non, c'est un truc où on lui demanderait d'accomplir un objectif et elle aurait l'impression que c'est le bon moyen de le faire. Du coup, le but du jeu pour nous, quand on développe, pour l'humanité, quand on développe de l'IA, c'est de faire une sorte d'injection de valeurs. Donc, quelles sont les valeurs, quoi? Donc, par exemple, chaque vie est importante. On veut un niveau de vie qui augmente. On veut du bonheur. On veut de la créativité, des choses comme ça. Hop, et ça, on l'injecte à l'IA. Okay, il y a ça. Et il y a aussi une notion de état global du plateau, comme aux échecs. État global du plateau, humanité plus planète. Est-ce qu'une action va détériorer l'état global? C'est-à-dire que si une action ou une idée de l'IA détériore l'état global du plateau, l'humanité de la planète, parce qu'il peut y avoir des actions qui nous font avancer vers l'objectif d'avoir une planète qui est en bonne santé, quoi. Mais peut-être que cette action, elle nuit à l'humanité ou à la planète sur le long terme. Par exemple, détruire l'humanité, oui, ça nous amène vers une planète ok, mais ça nuit à l'humanité sur le long terme, et ainsi de suite, quoi. Et peut-être même que ça nuit à la planète sur le long terme, dans le sens où peut-être qu'on aura besoin de l'homme et de la technologie pour sauver la planète un jour, j'en sais rien. Et du coup, il y a un mélange de valeurs qu'on injecte et de notions long terme, et de mettre en relation différents éléments qui finalement sont essentiels à la résolution du problème. Et du coup, quand on prend des valeurs et l'état global du plateau et qu'on dit à l'IA, ok, il faut faire en sorte que la planète soit ok, et bien là, il faut se retrousser les manches et trouver des solutions plus innovantes que juste détruire l'humanité. Et en cela, on se retrouve avec un système d'interdépendance où l'intelligence, et je dis l'IA, mais je prends l'exemple d'extraterrestres ou d'aliens, etc., toute forme d'intelligence qui souhaite travailler à la résolution du problème, même une intelligence humaine, doit prendre toutes ces variables en ligne de compte. Et de manière générale, l'alignement, je pense que c'est un problème à l'échelle mondiale, parce que c'est pour ça qu'il y a des guerres. Parce que les objectifs de différents pays ne sont pas alignés, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont vouloir plus de territoire, plus d'argent. L'économie, c'est quand même la racine de, je pense, la plupart des conflits, l'économie, la religion, des choses comme ça. Donc il y a ce problème d'alignement. C'est aussi ce qui est à l'origine de pourquoi est-ce que, enfin, de la politique, des problèmes politiques. C'est-à-dire, par exemple, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des décisions pourries qui sont prises par des dirigeants? Eh bien, parce que ils prennent des décisions qui vont être positives pour leur mandat actuel, sans se demander si les répercussions vont être difficiles pour les 50 ans à venir. On a un problème d'alignement à l'échelle d'une famille. J'entends par là, mettons par exemple, vous avez un jeune enfant qui veut jouer, et on lui demande de passer à la table, il ne veut pas, il y a un problème d'alignement. C'est-à-dire que l'objectif de l'enfant, c'est de passer le plus de temps à jouer possible, et l'objectif de la famille, c'est de passer un moment ensemble. Et c'est un truc qu'il faut résoudre si on veut pas qu'il y ait des conflits larvés qui se créent et tout. Et c'est vrai dans les couples, et ainsi de suite. Et en fait, si on réfléchit bien au truc, quasiment tous les problèmes qu'on peut avoir dans le monde, c'est des problèmes d'alignement. Et d'ailleurs, un dernier exemple, mais c'est exactement la même chose pour une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un conflit
entre le bien-être des salariés, enfin les salariés quoi, les investisseurs, les dirigeants et les clients. Est-ce qu'on doit dépenser de l'argent et des ressources pour faire en sorte que les clients soient super heureux et que le produit soit top? Ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt un peu envoyer balader des clients pour maximiser le revenu et faire plaisir aux investisseurs? Ou est-ce qu'on doit sacrifier de la qualité de service pour que les équipes se sentent mieux et qu'elles puissent se reposer, quitte à ce que le service se détériore? Encore une fois, c'est une question d'aligner les objectifs de différentes parties. Et l'IA ne fait pas exception à ce problème. On se rend compte que les objectifs de l'IA et ceux des humains sont quand même au final très similaires, tout comme l'approche de la résolution de problèmes et les biais psychologiques qui peuvent exister. Ok, j'espère que ça vous a plu de découvrir avec moi ces différents concepts et d'y réfléchir ensemble. J'ai regroupé 50 questions et réponses sur l'IA, donc qui vont de concepts fondamentaux à des aspects techniques, à des aspects de société, dans un grand document de 12 pages, 50 questions-réponses sur l'IA. Si ça vous intéresse, le lien pour l'obtenir est juste en dessous. C'était Emmanuel, ciao.